Il me dit: «Mais Guillaume, t'es malade, qu'est-ce que tu vas faire à vendre des slips? Personne n'achète de slips et sur internet, mais personne va t'acheter ça, quoi». Et je lui dis: «Écoute mon pote, si je fais le slip français, je suis sûr que ça peut marcher». Je me suis retrouvé à la sortie de l'école à aller bosser chez General Electric, dans une tour à la Défense en costard, à prendre le RER tous les matins comme ça. Et je faisais des Excel interminables jusqu'à 23 h le soir avec une bosse allemande. Et on commande des sushis un soir à 23 h. Et elle me dit à ce moment-là: «Tu sais Guillaume, il va y avoir beaucoup de soirées sushis». Et là, je prends le truc en pleine tronche, je me dis: «Mais Guillaume, t'as 24 ans, t'es pas du tout au bon endroit dans ta vie, réagis». Je me retrouve vraiment malheureux, quoi, vraiment perdu à me dire: «Mais qu'est-ce que je veux faire en fait?» Je cherche sur l'intranet d'HEC, j'essaie de trouver des offres de stage ou des jobs et je tombe par hasard chez Bio C'est Bon. Et je tombe sur le patron qui est un jeune homme de 70 ans, un grand mec de 2 mètres, un costard vert, pochette rose. Il me dit: «Écoute Guillaume, voilà, t'as pas l'air trop con, t'as l'air sympa, viens, tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses et on va bien se marrer». Donc je m'occupais voilà, de tout l'opérationnel de cette chaîne Supermarché Bio, c'était génial. Vraiment j'ai appris le concret, le terrain. Mais forcément au bout d'un moment je comprends que ça va pas devenir ma boîte. J'ai trop envie de me lancer, j'ai 25 ans, si je tente pas ma chance maintenant, si je prends pas un risque maintenant, je le prendrai jamais. Je me dis bon, j'ai pas beaucoup de moyens, la mode j'aime bien et surtout je me dis internet va faire exploser la façon dont cette industrie fonctionne. Finalement dans les fringues, il y a des catégories qui sont plus ou moins adaptées à la vente en ligne. Un sous-vêtement, c'est petit, c'est léger et ça ne s'essaye pas. Finalement l'acheter en ligne ou l'acheter dans une boutique c'est pareil et puis surtout on est très fidèle à sa marque de sous-vêtements. Au début, les premières photos, ils sont trop moches, c'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne matière, ça gratte, c'est trop petit, c'est trop grand. Et le temps qui passe entre j'appelle l'usine et je reçois un proto, il se passe 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, voilà, c'est vraiment le stéréotype de l'entrepreneur en slip chez lui dans son salon, qui est en train d'attendre, quoi. T'as pas de carte de visite, t'as pas de site web, t'as pas de photos, t'as pas d'équipe. T'es vraiment tout seul, quoi. Avec un balancier qui va de c'est génial, je suis au taquet, ça va cartonner mon idée, à qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. 9 mois plus tard, je remonte de l'usine en voiture de location, un Picasso rouge, d'Angoulême jusqu'à Paris, et je ramène dans le coffre de la bagnole 600 slips, et je lance le slipfrançais.fr le 15 septembre 2011. Entre septembre et décembre 2011, on fait 40 000 € de chiffre d'affaires. Arrive un truc que je n'avais pas du tout prévu, qui est la vague Made in France, en fait, qui en fait s'invite dans le terrain de jeu médiatique par la campagne présidentielle de 2012. La réalité du terrain industriel français textile, c'est que toutes les boîtes sont parties fabriquer ailleurs. Quand les journalistes cherchaient des exemples de boîtes textiles en France, il n'y avait que le slip français à l'époque. J'ai démarré chez ma grand-mère, je stockais les slips dans son garage, il y avait des journalistes qui montaient, qui faisaient la queue devant chez ma grand-mère pour prendre des images de nos slips dans les portants c'était complètement dingue. François Hollande qui sort son slogan « Le changement c'est maintenant », quand on a détourné ça et qu'on a fait « Le changement de slip c'est maintenant », ça se partage de façon super virale sur les réseaux sociaux, donc ça ramène plein de gens sur notre site, on fait plein de ventes et en plus ça diffuse dans la sphère média puisque les journalistes reprennent le sujet et ils trouvent que c'est un contenu intéressant. Moi j'ai lancé ça en me disant au pire j'aurai des slips pour toute ma vie. On est passé à en fait on peut vraiment créer une marque forte sur internet si on crée du contenu. La boîte grandissant, le web évidemment marchant très bien, on s'est dit qu'il fallait peut-être commencer à ouvrir notre première boutique et on a ouvert notre premier point de vente en octobre 2014. Je pense qu'au début, on n'était pas une start-up au sens pas de focus, pas de levée de fonds. On était à l'opportunité, on faisait des ventes web parce que ça marchait bien, mais on vendait au Galeries Lafayette, on faisait des pop-up stores, on faisait de l'estafette. Effectivement, au début, le gros challenge pour nous, c'était de convaincre les banques de nous prêter de l'argent. J'ai vraiment bataillé pour aller chercher de l'argent à la banque. On a pu emprunter jusqu'à 700 000 €, c'est beaucoup, et on est monté de 40 000 à 300 000 en 2012, 900 000, puis 1,5 million en 2014. Eux, d'un côté, ils disent écoutez les gars, c'est super, vous doublez de taille chaque année. De l'autre côté, vous ne gagnez pas encore d'argent. Et je me rends compte que si je veux continuer à grandir, à doubler de taille et à faire un vrai projet ambitieux, ça ne pourra pas se faire sans levée de fonds. On fait la négo sur fin 2014 et on signe pour une levée de fonds de 2 millions d'euros. On arrête de faire un peu de tout, on arrête de bricoler, on part vraiment sur une stratégie digitale. Pourquoi est-ce que H&M fabrique un t-shirt à 3 €? Parce que la personne qui l'a fabriqué, elle a été payée 50 € par semaine et qu'elle travaille 70 heures par semaine. L'idée, c'est de se dire, oui, on fabrique 3 à 4 fois plus cher que si on fabriquait en Afrique du Nord, 10 fois plus cher que si on fabriquait en Chine, mais par contre, on vend directement, ce qui permet de fabriquer localement en France et de vendre un prix au même.
On n'est pas dans un discours de moralité, on n'est pas en train de dire c'est mal, vous achetez H&M, pas du tout. On est en train de dire qu'on fait une marque sympa, des produits sympas et qu'en plus on les fait bien et que les gens qui fabriquent nos produits, ils bossent 35 heures par semaine, ils ont 5 semaines de congés payés et voilà, ils sont dans le cadre des droits français et il n'y a pas de raison que d'autres gens à l'autre bout du monde travaillent dans des conditions voilà, qu'on n'a pas envie de voir dans des vidéos quand on les raconte. Et quand on fait des Facebook Live dans une usine pour montrer, parce que c'est ça le sens de l'histoire, c'est les gens veulent de la transparence, veulent comprendre comment les produits qu'ils consomment sont fabriqués. Bah, nous, on peut brancher un Facebook Live dans l'usine à côté de Lille et on n'a pas de problème à montrer ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis l'heureux propriétaire de 2 millions d'euros de valeur de stock de slip, hein, donc ça ne m'empêche pas de dormir, mais c'est clairement un montant important. On a aujourd'hui 56 personnes. On travaille avec 53 partenaires industriels aux 4 coins de la France, chacun avec son savoir-faire unique, sa spécialité. On va faire cette année, je pense, entre 13 et 14 millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout atteindre un cap très important pour nous qui est la rentabilité, hein, qui est quand même pas rien. Comme ce qu'on a fait sur l'homme avec le slip en cherchant pendant 4 ans, 5 ans et même encore aujourd'hui parfois, chercher à faire le slip parfait, on va essayer de faire pareil avec la culotte.